Monsieur Meyer, bonjour. Bonjour. L'AIEA donc en visite dans les prochains jours, dans les prochaines heures sur le site de Zaporijjia en Ukraine, la plus grande centrale nucléaire d'Europe qui, on le sait, est sous tension en ce moment. Déjà, au niveau de l'organisation, comment cela va se passer sur place pour l'AIEA? Quel est l'objectif principal? Quels sont les objectifs de cette visite? Alors les modalités concrètes de la visite, nous ne les avons pas encore. Donc on ne sait pas réellement ce qui va pouvoir être fait ou pas être fait sur place. Ce qui est dans l'objectif de l'AEIA, c'est 4 éléments. D'abord, c'est bien évidemment de pouvoir avoir un regard sur les dommages physiques qui ont été faits sur les infrastructures par les combats. Le deuxième point, c'est essayer de déterminer si les éléments de sécurité de la centrale ont été mis à mal. Le troisième point, qui est extrêmement important, c'est d'évaluer les conditions de travail des employés de la centrale. Et enfin, il faut aussi pour l'AEIA faire ce qui est le cœur de son métier, c'est-à-dire de vérifier les éléments de sécurité, de non-prolifération de la centrale pour voir qu'il n'y a pas eu ou qu'il n'y a pas de tentative de détournement des infrastructures. Donc ça, c'est les 4 points. Par contre, ce qui ne sera pas fait, puisque ce n'est pas dans les attributions de l'AEIA, ils ne sont pas là pour vérifier, savoir qui est responsable des tirs sur la centrale. Donc il faut bien avoir en tête cet élément-là pour ne pas partir avec, on va dire, des souhaits trop élevés et être déçu après. Oui, c'est vraiment un organisme, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui s'occupe pas de politique, donc pas savoir si c'est Moscou ou Kiev qui tire sur la centrale. Est-ce que ces 4 objectifs en l'état actuel, ils sont réalisables? Est-ce que c'est possible pour l'AIEA de les mener à bien? Alors difficile de savoir puisqu'on ne sait pas réellement les conditions dans lesquelles l'équipe envoyée sur place pourra travailler. Qu'est-ce que les forces russes permettront ou permettront pas de faire sur place? Est-ce que les agents pourront avoir des interviews avec des opérateurs de la centrale de manière assez libre? À quel endroit ils pourront accéder ou ils pourront pas accéder? Tout ça, ça reste encore au moment où on parle assez flou. Donc c'est un élément très positif que l'agence puisse envoyer une équipe sur place, une équipe qui est réduite quand même. C'est une vingtaine de personnes, c'est pas une équipe extensive, ni on sait combien de temps elle pourra rester, donc c'est positif, mais les résultats, il ne faut pas forcément les surestimer. Justement, j'allais y venir. L'idée de Raphaël Grossi, le patron de l'AIEA, ce serait de pouvoir rester sur place tout le temps. Est-ce que c'est envisageable ça? Alors, c'est des choses qui ont été faites par l'AEIA par le passé. Par exemple, en Corée du Nord, dans les années 90, certains sites nucléaires avaient à résidence des agents de l'AEIA qui contrôlaient le site. C'est possible, ça a été fait. La grande différence avec le passé, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un site qui est sur la ligne de front, qui fait partie du conflit et dans lequel il faudrait avoir l'autorisation de la partie prenante russe pour rester sur place, ce qui est aujourd'hui très limité comme perspective. L'AIEA aujourd'hui est capable de discuter à la fois avec Moscou et Kiev. Les deux entités respectent son travail? Alors c'est l'avantage de l'AEIA, c'est que c'est une agence internationale dans laquelle travaillent d'ailleurs des spécialistes russes, on a des spécialistes ukrainiens, donc il y a des canaux de discussion. Au même moment où on parle de Zaporijjia, il y a d'autres dossiers sur la table, par exemple la révision du traité de non-prolifération, par exemple les négociations sur le nucléaire iranien. Donc il y a un ensemble de discussions qui sont faites. Donc on discute dans ces instances onusiennes et en particulier au sein de l'AEIA. Il n'empêche que là on est dans une situation qui est extrême, qui n'a jamais été connue auparavant, qui est celle d'une infrastructure qui est un lieu de guerre, qui est situé au front même. Et face à cette situation, justement, Energoatom, l'opérateur des centrales ukrainiennes, a été plus qu'alarmant ce week-end dans un communiqué avec des risques de fuite, des risques d'incendie, de violation des normes de radioactivité notamment. Est-ce qu'un accident nucléaire se profile sur place si rien n'est fait? Alors, 2 points. Le premier, il ne faut pas oublier bien évidemment que le gouvernement ukrainien a très bien compris que Zaporijjia était aussi un outil dans sa guerre communicationnelle. Donc elle a tout intérêt à alarmer et à pointer la situation. Ceci étant dit, évidemment, il y a toujours des risques sur place. Les risques principaux, ils sont vraiment de 3 ordres. Le premier, c'est une attaque directe sur les infrastructures. Les centrales nucléaires ne sont pas dimensionnées pour être dans des théâtres de guerre. Le deuxième problème qui a vraiment éveillé les craintes ces derniers jours, c'est l'alimentation électrique du site, puisque les 6 réacteurs nucléaires, même ceux à l'arrêt, doivent être en permanence alimentés électriquement pour assurer leur refroidissement. Certaines ont été déconnectées puis reconnectées. Si on devait perdre pendant plusieurs jours l'alimentation électrique, on peut arriver à un cas d'accident. Puis le troisième point qui est peut-être le plus important, c'est l'état
de santé mentale, l'état de capacité psychologique des salariés de cette centrale, qui doivent pouvoir non seulement être en capacité de prendre les bonnes décisions au bon moment dans le cas où il devait avoir un risque pour la sécurité de la centrale, mais aussi qui doivent avoir l'autorisation de pouvoir prendre des décisions, de ne pas avoir une chaîne de commandement qui serait parasitée par des décisions militaires ou des décisions politiques. Donc on a 3 risques assez distincts qui sont devant nous. Maintenant, par contre, on n'est pas dans une alerte immédiate et imminente. Un scénario pour le grand public, tout le monde pense forcément à Tchernobyl ou Fukushima. Ce genre de scénario qui est dans toutes les têtes, ça vous paraît farfelu ou c'est une hypothèse probable ? Alors, on n'est pas dans les mêmes types de réacteurs nucléaires, par exemple, que Tchernobyl. La centrale de Zaporijjia a ce qu'on appelle cette fameuse enceinte de confinement qui fait qu'on ne pourrait pas avoir les mêmes conséquences radiologiques en cas d'un accident. Vraiment, l'accident le plus problématique qu'il pourrait y avoir, c'est une perte du contrôle de refroidissement de la centrale nucléaire, ce qui voudrait dire quasiment une dizaine de jours pendant lesquels on n'aurait pas du tout d'approvisionnement électrique et dans quel cas on ne pourrait plus forcément contrôler les réacteurs et on pourrait aller vers un accident de réacteur. Mais on ne serait pas dans des dimensions qui sont identiques à celles ni de Tchernobyl ni de Fukushima. Et il faut bien avoir en tête, bien évidemment, qu'aucune des parties prenantes n'a intérêt à voir cette situation arriver, puisque que ce soit l'Ukraine ou que ce soit la Russie, les modélisations qui ont été faites par les instances de sécurité montrent bien que des retombées toucheraient les territoires des 2 pays. Donc clairement, on n'a aucun intérêt, de part et d'autre, à Moscou comme à Kiev, de voir la situation empirer. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Meyer, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais de rien. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi.